Eh bien, bonjour. Nous voici arrivés à la dernière leçon de ce 10e cours et il est temps d'essayer de tirer quelques conclusions de notre enquête de cette année. Ainsi que nous l'avons expliqué à la première leçon, des circonstances administratives inattendues ont fait que nous avons pu revenir sur une étape importante de notre progression que nous avions dû omettre afin d'aborder Motoori Norinaga et la relation triangulaire qu'il avait établie dans son œuvre philologique entre le roman du Genji, le Genji Monogatari, la chronique des faits anciens, le Kojiki, et la langue japonaise. Rétrospectivement, il apparaît que cette nécessité avait été fort bénéfique, car aborder Norinaga aussitôt après le Genji ne faisait que mettre davantage en lumière combien ce philologue, ce Kokugakushan, de la toute dernière période de l'histoire japonaise pré-moderne, était important pour comprendre l'intégration du roman du Genji dans un procédé d'autonomisation intégrale de la langue et de la culture japonaise à l'égard de la civilisation continentale. Intégrale et intégriste, bien sûr, dans le cas de Norinaga. Le retour en arrière que nous avons fait cette année nous a permis d'appréhender une étape intermédiaire importante dans le développement philologique qui mène du Genji à Norinaga, à savoir l'œuvre du romancier Ihara Saikaku. Et plutôt que d'en faire un survol superficiel, nous avons choisi de nous attacher à l'un de ses ouvrages, non encore traduit dans une langue occidentale, mais fort intéressant par beaucoup de traits singuliers. Saikaku était en effet une étape nécessaire dans notre enquête, consacrée à l'évolution de la langue romanesque japonaise, en raison certes de sa notoriété dans l'histoire de la littérature japonaise, telle qu'elle s'est élaborée à l'époque moderne, lorsqu'il a fallu élaborer justement un canon littéraire susceptible d'être mis en regard des littératures occidentales, mais aussi, et indépendamment de sa réception postérieure, parce que son retraitement conscient de la tradition littéraire du Genji a ouvert de nouvelles voies aux lettres japonaises. Il est évident que cette nouveauté aurait eu moins d'influence si Saikaku n'avait pas été un auteur original et un styliste audacieux. Plutôt que de nous en remettre à notre propre jugement en la matière, qui n'a nulle autorité, bien sûr, notre enquête est purement philologique, nous donnerons la parole à Tanizaki Junichiro, dont je vous ai déjà parlé, et nous avons mentionné le grand cas qu'il faisait de Saikaku dans son art d'écrire, en japonais, Bunsho Tokuhon. Je rappelle aussi que Tanizaki Junichiro a passé une grande partie de sa vie à traduire et retraduire le Genji Monogatari. Les deux sont liés, n'est-ce pas? Excusez-moi, voilà. Donnons ici quelques lignes qu'il écrit à propos de cet écrivain, de Saikaku, et de son style, dont il souligne l'originalité. C'est de la page 80 de l'exemplaire courant d'édition de poche du Bunsho Tokuhon. Je vous lis donc le texte ici de Tanizaki, n'est-ce pas? Mais la différence est fort mince entre le style illustre, c'est comme ça que je me permets de traduire Meibun, n'est-ce pas, et le mauvais style, Akubun. Meibun, c'est le style, le style d'homme célèbre, le style illustre, le style qui mérite d'être donné en modèle. Vous savez qu'à l'époque de l'époque de Meiji, à l'époque Taisho et jusqu'à l'époque Showa, avec des critères renouvelés, on a beaucoup publié au Japon des modèles de texte à écrire non seulement pour les lettres, mais pour ceux qui voulaient écrire. Et ces modèles ont pour caractéristique justement d'être tout à fait éclectiques, c'est-à-dire qu'ils partent souvent de la littérature médiévale, parfois même du Genji Monogatari, jusqu'aux grands écrivains de l'époque des Do. Saikaku y figure souvent aussi. Et ce genre de texte donc, est appelé Meibun, parce qu'il mérite d'être justement donné en modèle. Ce serait donc un style classique dans le sens littéral, celui que l'on donne en classe, n'est-ce pas? Donc, mais la différence est fort mince entre le style illustre et le mauvais style, Meibun, Akubun. Ceux qui se risquent à imiter les particularités, et vous voyez, Tanizaki dit les manies, n'est-ce pas, Bunsho no kuse,
les tics, presque, le mot kusei que j'ai traduit un peu de façon un peu légère par particularité est un peu plus péjoratif. Donc ceux qui se risquent à imiter les particularités du style de Saikaku ou de Chikamatsu, vous vous souvenez du triangle que nous avons évoqué dès le début du cours, Saikaku, Chikamatsu, Basho, n'est-ce pas, les trois grands écrivains de cette fin du XVIIe siècle, donc de la première partie de l'époque d'Edo, qui ont vraiment orienté tout le reste de la littérature après eux. Donc ceux qui se risquent à imiter les particularités du style de Saikaku ou de Chikamatsu sans avoir leur originalité, Dokusose, n'aboutiront qu'à de piteux textes, n'est-ce pas, akubon justement, je traduis ici par piteux, qui la plupart du temps ne susciteront que le rire. Mono warai no tane ni naru yona. Entre parenthèses, je signale mono warau, vous vous souvenez, c'est pour moi un excellent exemple de cette fonction directionnelle de mono, mais je ne reviendrai pas là-dessus ici. Il cite alors un exemple, Tanizaki, comme c'est la règle pour ces arts d'écrire, un extrait de Saikaku qu'il considère comme exemplaire. Il s'agit d'un paragraphe du Yasa Ninja. Alors, le choix qu'il fait est pour le moins malheureux. Je n'ai pas abordé cette question parce que ça compliquerait singulièrement les choses, et je dirais qu'en fin de compte, notre position serait la même dans les deux cas. Mais vous savez que l'authenticité de nombre de textes attribués à Saikaku est discutée. Il y a dans l'affaire des bolcheviks et des mencheviks, sauf qu'il faudrait appeler les bolcheviks les mencheviks et vice-versa. C'est-à-dire les bolcheviks seraient ceux qui attribuent le moins de textes possible à Saikaku, donc ça devient des mencheviks, n'est-ce pas? Mais il y en a en particulier un qui a eu une grande influence, qui a suscité des polémiques sans fin, et qui a dont l'intuition, sans être validée, pourrait être reprise au moins comme sujet de discussion pour contraster les textes de Saikaku. C'est Mori Senzo, n'est-ce pas, qui est allé jusqu'à soutenir que nous n'avions qu'un texte qui était authentiquement de Saikaku, c'est-à-dire le Koshoku Ichidai Otoko, la vie d'un ami de la volupté, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire le premier de ces romans. Et que tout le reste serait l'œuvre d'épigones, de disciples, d'un atelier même, auquel Saikaku aurait plus ou moins participé. Kanyo Sudu, n'est-ce pas? Il aurait participé à la rédaction de ces textes. Est-ce comme brouillon? Est-ce que c'est comme réviseur? Tout cela est possible. Alors, à partir de cela, c'est la position donc maximale, et vous avez toutes sortes de nuances. Chacun est allé de son canon de Saikaku. En tout cas, il semble que maintenant, l'opinion des critiques et des philologues et des historiens de la littérature est faite sur le fait que le Kindai Yasainja, n'est-ce pas, qui a été traduit en français par notre collègue Frédéric Girard sous le titre, je crois, Aimables ermites de notre temps, eh bien, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas de Saikaku. Et je ne vais pas aller évidemment contre le consensus de la plupart des gens, y compris le traducteur d'ailleurs. Donc voilà. Or, il est intéressant de voir que Tanizaki, le seul exemple qu'il donne un peu long de Saikaku comme modèle et typique de son style, vient de ce Kinsei Yasainja, donc, qui est maintenant réputé faux. Évidemment, ça nous donne beaucoup à réfléchir, c'est-à-dire que ça serait donc, si c'est un épigone quelconque, ça voudrait dire qu'il a été plus Saikaku que Saikaku. Il a réussi à capter l'essence du style de Saikaku pour en faire quelque chose de tout à fait, tout à fait vraisemblable aux yeux des meilleurs juges comme Tanizaki. Ce qui nous donne quelque espoir de penser que le Nidai Otoko, c'est le texte que nous avons étudié cette année,
quel qu'en soit l'auteur, c'est-à-dire soit Saikaku, soit un épigone revu par Saikaku, entre entièrement dans les lignes, dans le cadre de ce qui est attribuable à cet auteur. Donc, revenons ici à ce commentaire que fait Tanizaki Junichiro d'un texte considéré comme modèle de Saikaku et qui n'est pas de lui. Mais vous voyez, donc, Kaku no gotoki bunsho wa nantomo ienai iroke ni tonde orimasu ga. Mata kono kurai kuse no aru bunsho mo sukunai. Vous voyez que c'est vraiment, si ce n'est pas le Saikaku, nous sommes bien embarrassés. Un tel style est certes d'une sensualité indicible. Et il ajoute que, par ailleurs, on trouvera rarement style aussi particulier, aussi excentrique, n'est-ce pas? Konokurai kuse no aru bunsho mo sukunai. Le kuse, n'est-ce pas? Donc, nous reviendrons dans un instant sur ces kuse de Saikaku qui sont en effet tout à fait évidentes dans le Nidai Otoko, qui est le miroir des galanteries, donc qui nous concerne ici. Et il compare, Tanizaki compare Saikaku à un autre grand nom de la littérature, postérieur de quelques générations, n'est-ce pas, à Ueda Akinari, 1734-1809, qui représente avec Bakin, dont nous avons déjà parlé, les trois grands noms de la prose d'Edo. Et voici, alors, Tanizaki ne parle pas de Bakin, je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure. Mais, donc il parle d'Akinari, bien sûr. Si nous le comparons à la prose d'Akinari, son sens de l'ellipse, kotoba no ryakushikata, son usage des caractères, alors c'est les monji, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'usage tout à fait effréné et hors limite, c'est d'ailleurs ce qu'il va dire tout à l'heure, des caractères. Et nous en avons même un exemple dans le titre même du Kinsei Yasa Inja, la lecture Yasa de ce caractère qui se lit Tsuya et qui apparaît dans le Shoen du miroir des galanteries est tout à fait particulière aussi. Donc, son sens de l'ellipse, son usage des caractères et sur bien d'autres points, il sort carrément, n'est-ce pas, Bumpo no Ketao, il sort carrément du cadre grammatical. En fait, le style de Saikaku se reconnaît aisément dès qu'on en a lu 5 ou 6 lignes, tant il est original. C'est précisément les 5 ou 6 lignes qu'il vient de donner. Donc voilà, on peut même reconnaître le style de Saikaku quand ce n'est pas Saikaku qui l'a écrit. Mais à dire vrai, on ne peut le qualifier de style illustre que parce qu'il s'agit de lui. Alors vous voyez, Jitsuni Saikaku do Bunsho wa Wazuka, voilà. Shojiki no tokoro, n'est-ce pas, à dire vrai, Saikaku de aru kara kore o meibun to iuru no de atte. Alors, vous voyez la contradiction extraordinaire de ce passage, mais qui est très intéressant à mes yeux parce qu'il montre bien que eh bien, pour faire du Saikaku, il suffisait d'imiter les particularités de son style qui ressortent vraiment, n'est-ce pas? Mais à dire vrai, on ne peut le qualifier de style illustre que parce qu'il s'agit de lui. Au moindre dérapage, Ippo o ayamareba, n'est-ce pas? Au moindre dérapage, cela deviendrait un style mauvais au possible. Mais cette subtile différence, ce dérapage, ne peut s'expliquer par des mots. C'est à chacun de le percevoir, ce dérapage, à sa façon. Il poursuit en contrastant Saikaku avec un autre grand prosateur classique, mais de Meiji, Mori Ogai, dont les premières œuvres sont en langue classique d'ailleurs, et dont la façon d'écrire sans phare, Saikaku to wa zenzen beshu no sunao na kuse no nai, sans tic, sans manie d'écriture, kuse no nai kakikata de arimasu. Donc, dont la façon d'écrire sans phare ni manie est entièrement différente. Donc Tanizaki contraste la clarté, ici le second paragraphe, Heimeha, n'est-ce pas, il le place dans le camp des clairs, n'est-ce pas, des clairs, C-L-A-I-R, c'est-à-dire ceux qui s'expriment clairement, avec clarté,
et avec l'obscurité, donc le contraste avec l'obscurité du style de Saikaku, qu'il qualifie de quand des flous. Le terme que nous rendons ici par obscur signifie aussi et surtout flou ou confus. Et il s'emploie souvent à propos de la clarté de la Lune atténuée par les nuages et les brumes. En revanche, Tanizaki met du côté des claristes, n'est-ce pas, les Emeha, si vous me permettez, des auteurs tels que Kaibara Ekiken et Arai Hakuseki, des auteurs d'Edo, qui sont aussi des prosateurs, des penseurs, et aussi des gens qui ont fait des œuvres économiques, et dont le style relève presque, pas du style scientifique, mais du style de chant spécialisé. C'est presque du jargon technique très souvent. Tanizaki ne semble même pas mentionner Bakin dans son petit livre, l'auteur sans doute le plus populaire de son époque. C'est assez dire le peu de cas qu'il faisait de cet écrivain que l'on pourrait mettre aussi parmi les heimeha, les claristes, n'est-ce pas? C'était André Siffert, je crois, René Siffert, pardon, qui parlait de Bakin en ajoutant l'adjectif insipide, l'insipide Bakin, n'est-ce pas? Qui est un jugement que l'on pourrait mettre auprès de l'autre jugement célèbre sur la littérature japonaise, qui était par Chamberlain, reprenant un propos d'un juriste français qui s'appelait Georges Bousquet, qui appelait Murasaki Shikibu, donc l'autoresse, la romancière qui est auteure du Genji Monogatari, ennuyeuse scudérie japonaise, c'est pas la comtesse, la marquise de Scudéry, l'autoresse du Grand Cyrus, était ainsi utilisée comme insulte à l'égard de Murasaki Shikibu. Nous reconnaissons sans peine, en tout cas dans cette dichotomie, instituée comme en passant par l'un des plus grands écrivains japonais du XXe siècle, quand même, Tanizaki, l'axe majeur de notre enquête, ou plutôt la ligne de partage sino-japonaise dont nous avons fait dès le début l'objet de ces cours. Nous avons mis en regard à la première leçon, précisément, de cette année, Saikaku et Bakin comme pôles opposés de cette divergence stylistique. Le second, Bakin, se réfère, bien plus tardif, n'est-ce pas, il meurt dans la première moitié du XIXe siècle, se référant à une tradition de lecture fortement influencée par le procédé du kundoku, donc de l'oralisation japonaise du style chinois, et modernisée par l'importation de la littérature vernaculaire chinoise, rédigée dans le style parlé littéraire chinois, n'est-ce pas, le baihua, ou la langue blanche, la langue dénudée. Donc, placé directement dans la transposition japonaise du style chinois, on comprend donc qu'il appartient à la facette kan du couple wakan. Vous vous souvenez, cette dialectique wakan, japonais-chinois, que nous voyons traverser toute l'histoire de la pensée et de la langue japonaise. Et pour ceux qui ont suivi ces cours depuis le début, il suffira de dire que cet axe correspond à la tradition stylistique du Heike Monogatari, que nous avons opposée à celle du Genji Monogatari. Une tradition langagière dédoublée que nous pourrions même faire remonter aux deux textes fondateurs contemporains à 8 années près, n'est-ce pas, 712 et 720, que sont le Kojiki et le Nihon Shoki, donc la chronique des faits anciens et les annales du Japon. La littérature japonaise et l'histoire de la littérature japonaise et l'histoire de la littérature japonaise. Je reviens un instant là-dessus aussi pour vous dire que ce que dit Tanizaki se retrouve également en filigrane chez Yasunari Kawabata, qui a écrit, comme je vous l'ai dit au début, je crois, lui aussi un Bunshō Tokuhon, n'est-ce pas, et Kawabata est sans doute l'un des derniers grands écrivains japonais à déplorer le fait que l'on ait abandonné la langue classique japonaise. Et évidemment, ceux qui lisent Kawabata se rendent compte qu'il est tout à fait du côté du Moroha, n'est-ce pas, du camp le camp du flou, n'est-ce pas, si on peut dire, pour ce qui est du style romanesque. Donc la littérature japonaise et l'histoire de la littérature japonaise du XXe siècle ont vu le triomphe de Saikaku sur ses rivaux, bien que largement postérieur de la fin d'Edo. Bakin d'abord et même Ueda Akinari, encore que le statut de ce dernier soit incomparablement mieux estimé.
Que l'on nous permette encore une brève digression à ce sujet. La supériorité du statut littéraire ne signifie pas forcément que les autres styles aient sombré dans l'oubli ou l'indifférence. Bien au contraire, le style sino-japonais proprement dit, on pourrait dire le style narratif de Mori Ogai à ses débuts, par exemple Maihime, si vous lisez Maihime, évidemment on est très très loin du style de Saikaku, on est très très loin de ce style flou, c'est au contraire un style presque, par certains côtés, administratif. Enfin, c'est évidemment le fait que ça situe, que l'action se situe dans les milieux, au début en tout cas dans les milieux diplomatiques japonais à l'ambassade du Japon en Allemagne influe certainement sur ce style, mais le style de Ogai est bien plus katae, comme diraient les Japonais, bien plus dur donc, que celui de Saikaku. Donc le style sino-japonais proprement dit, disons le Wakan Konkobun, n'est-ce pas, ou le Kambun Shoshi, sera appelé à une brillante fortune à partir de Meiji, en ce qu'il sera l'instrument d'expression de la pensée scientifique, philosophique, religieuse, juridique de la modernité japonaise. Mais désormais, au XXe siècle, avec le renouveau de la conception du canon littéraire japonais, Saikaku sera considéré comme le stade intermédiaire du développement romanesque proprement japonais, développement qui a pour fondement le point de départ, le Genji Monogatari, et qui s'épanouit dans la littérature de langue parlée de l'époque de Meiji et des suivantes. Or, nous avons vu au cours de cette année que le lien entre le Genji et l'œuvre de Saikaku n'est pas le produit d'une imagination paresseuse. Nous avons choisi pour ce volet de notre enquête de nous arrêter à un ouvrage particulier qui est loin d'être le plus célèbre. Il est cependant encore lu, et l'on pourrait sans doute soutenir qu'il a bénéficié dans la période récente, disons le dernier demi-siècle, de plus d'attention qu'il n'en reçut jamais auparavant de la part des lecteurs comme de la part des critiques et des chercheurs. On remarquera d'ailleurs que les articles d'histoire littéraire ou de philologie au sens large consacrés à ce Koshoku Nidai Otoko, ce Shoen Okagami, n'est-ce pas, c'est-à-dire le grand miroir des galanteries qui nous occupe, ces travaux sont fort peu nombreux. Il est lu parce qu'il a été très très bien réédité justement dans le Shin Nihon Kotei Bungaku Taike, n'est-ce pas, qui est notre texte de base, et en cela il a évidemment acquis un nouveau lectorat. Mais du point de vue de la recherche, il est mis de côté, peut-être pour des raisons que nous allons voir maintenant, enfin que j'ai déjà suggérées au fil de ces leçons, mais que nous allons récapituler. Ce manque de reconnaissance, en effet, réclame aussi une explication. Quoi qu'il en soit, nous avons dès le départ décidé de laisser de côté dans notre enquête un aspect important de l'œuvre de Saikaku, à savoir ses romans dits économiques qui ont fait, n'est-ce pas, le Nihon Etaikura ou bien le Munazanyo, n'est-ce pas, Seiken Munazanyo, donc ces romans économiques qui ont fait l'objet dans la seconde moitié du XXe siècle encore d'une remarquable remise à l'honneur et dont on considère à présent, à juste titre d'ailleurs, à mon sens, qu'ils sont les ancêtres de ce genre si typiquement japonais. Heureusement, peut-être qu'il est typiquement japonais, je m'imagine mal en France ou dans d'autres pays, le succès de ce genre de littérature, que sont donc les romans économiques, les Keizai Shosetsu. Mais nous avons vu au cours de ces leçons que ces romans de la toute dernière période de la vie de Saikaku ne font qu'accorder plus clairement une place centrale et presque exclusive à des préoccupations concernant les questions financières qui sont déjà intensément présentes et minutieusement égrenées dans le livre qui nous a arrêtés cette année. Vous vous souvenez de la fin de l'apothéose de la dernière fois, n'est-ce pas? Il pleut des doublons et le paradis, c'est là où on n'a plus à se soucier, comme on dirait en français, des fins de mois, n'est-ce pas? L'autre partie importante de la création de Saikaku, que nous avons dû soigneusement éviter, et pourtant celle qui comptait peut-être le plus pour lui, la poésie de Haikai.
Nous avons donc réduit le périmètre de notre étude aux 4 livres les plus connus de son œuvre, rassemblés sous l'appellation de Kōshokumono, n'est-ce pas, les œuvres érotiques, voire érotomanes, dont le contenu ne correspond pas du tout à ce qu'une telle expression laisserait entendre en Occident. Il n'y a pratiquement rien, aucun passage qui soulèverait la moindre objection, même maintenant dans une collection, sinon pour enfants, du moins pour très jeunes adultes. Donc il ne faut pas se laisser tromper par cette catégorisation. Ce faisant, nous avons été incomparablement plus larges dans notre définition du corpus que le terrible manieur de Couperay, donc que fut le grand critique Mori Senzo, dont je viens de vous parler, qui est mort en 1985. Il a une très, très longue vie, qui est donc le rasoir d'Occam au Japon, comme concurrent le rasoir de Mori Senzo d'ailleurs, comme son prénom pourrait l'indiquer, et qui ne reconnaissait donc que le Kōshoku Ichidai Otoko, donc le premier de ses romans, comme authentique. Il faut ajouter que Mori Senzo n'était pas un universitaire. Je sais bien que ce n'est pas une raison suffisante pour invalider ses conclusions, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, ne se sentait pas prisonnier des conventions académiques, des conventions universitaires, des plans de carrière et de publication. Donc il pouvait dire ce qu'il voulait et comme c'était un lecteur tout à fait attentif, ces témoignages ne sont pas à prendre à la légère. Nous verrons tout à l'heure comment, en effet, il y a un contraste important, enfin nous l'avons déjà vu, mais je reviens dessus, entre les deux romans qui ont pratiquement le même titre, enfin sous l'un des deux, le Grand Miroir des Galanteries s'appelle aussi le fils de l'amant de la volupté, n'est-ce pas, de l'ami du plaisir. Donc, mais le contraste est très grand entre les deux. Avant cela, rappelons quelques points importants du préambule de notre cours, portant sur 2 concepts fondamentaux qui certes soutiennent et traversent les 4 œuvres relevant du genre Kōshokumono, donc les œuvres érotiques, mais sont singulièrement manifestes dans le Grand Miroir des Galanteries. Je ne redonne pas les titres, tout ça, je résume ce que j'ai dit au cours de ces 12 premiers cours, n'est-ce pas ? Le premier de ces 2 concepts est par définition commun aux 4 œuvres, et à bien d'autres aussi, cela sans dire, de Saikaku comme de la littérature japonaise en général. Il se déploie dans 3 termes présents avec des fréquences diverses au long des récits. Comme de juste, il se présente sous une forme double en japonais, l'une sino-japonaise, donc manifestée comme venant de l'extérieur du continent, mais nous avons vu, et nous redirons qu'il y a quand même une ruse langagière, il y a une sorte de camouflage dans l'un de ces termes, et l'autre, les autres même, faut-il dire, se présentant sous la forme de termes japonais autochtones, voire sous la forme de pseudoformes, sous des pseudoformes autochtones, n'est-ce pas ? Je dis cela à propos de Enishi, qui est censé être la lecture japonaise de En, mais ce n'est qu'une amplification par une pseudo-forme verbale du sino-japonais dans la forme phonétique, donc en. Mais ça donne une allure parfaitement japonaise. Et ces amplifications, ces déclinaisons, pourrait-on dire, japonaises de termes, s'enrichissent de nouvelles nuances qui contribuent depuis des siècles à implanter ces concepts bouddhiques au cœur de la langue japonaise proprement dite. Donc, nous dirons donc qu'il s'agit de ce qui est désigné en japonais pur, si l'on peut dire, par le mot iro, la couleur, dont nous avons vu qu'il regroupe sous cette unique désignation 2 longues traditions langagières, l'une chinoise ancienne, que l'on prononcerait shoku en lecture phonétique, et l'autre bouddhique avec la prononciation shiki. Donc, c'est-à-dire venant de l'Inde. Nous avons dans le même mot japonais iro le confluent de deux lignées langagières différentes.
Si le terme de la tradition chinoise, dont l'usage est attesté déjà dans les entretiens de Confucius, c'est pas, on l'a vu, et que l'on trouve sous sa forme qui sera celle de nos textes, n'est-ce pas, c'est-à-dire Koshoku, dont nous avons vu qu'il désigne à la fois, selon sa fonction dans la phrase, la beauté physique, la belle forme, et plus spécialement la beauté féminine, bien qu'il puisse s'appliquer plus rarement aux hommes, soit le fait d'aimer la beauté. Donc cette forme donc, est très ancienne. Mais sur cette base originelle chinoise, le bouddhisme est venu de l'Inde et est venu superposer son édifice psychologique, où le terme de shiki, qui est de la lecture bouddhique de shoku, donc le shoku serait le terme confucianiste, si on peut dire, et shiki est le terme bouddhique. Et évidemment, cette distinction de prononciation n'existe pas en chinois, où les deux nuances se prononcent de la même façon, ça. Vous savez que le japonais, de ce point de vue, est un véritable conservatoire de vieux systèmes phonétiques qui ne se sont pas annulés les uns les autres, mais qui se sont superposés, alors qu'en Chine et en Corée, les nouvelles prononciations annulaient les anciennes. C'est évidemment l'avantage d'avoir un syllabaire à date ancienne qui permet de noter les nuances de prononciation. Alors certes, dans la prononciation, dans le bouddhisme, le mot donc que nous traduisons par Ido n'est qu'une pièce du système psychologico-moral qui caractérise la doctrine classique. Il traduit le sanskrit rupa, la forme, la couleur, et qui équivaut au visible, c'est-à-dire à l'objet ou au domaine du sens de la vue, qui est le premier des 6 sens. N'oubliez pas, il y a 6 sens dans le bouddhisme, le 6e sens étant le sens mental. Donc ce sont les 6 sens fondamentaux qui contribuent à élaborer l'activité psychique et surtout, c'est sa principale raison d'être, malheureusement pour nous, il contribue à créer l'acte, le karma, dont les conséquences suivront inévitablement celui qui l'a provoqué. Nous avons vu que le visible était le premier des 5 agrégats dans le bouddhisme, les goun, qui constituent l'ensemble des entités animées ou non animées. Il s'agit donc du premier et principal objet des sens, que l'on pourrait traduire en gardant le lien sémantique avec ce terme de sens, n'est-ce pas, par la sensualité. Le visible est le premier des sens, c'est le sensuel par excellence. Et donc le désir du visible, le shikiyoku, n'est-ce pas, en sino-japonais, qui s'étend de l'appétence pour les couleurs comme représentant les objets de la convoitise matérielle jusqu'au corps des femmes et des hommes, donc qui va du luxe à la luxure, si je puis dire, c'est le principal moteur des passions humaines. Le terme sino-japonais, à l'origine non bouddhique, donc de koshoku, n'est-ce pas, littéralement aimer la couleur, aimer la forme, aimer les belles formes, s'est donc chargé de tout cet arrière-plan bouddhique. Cette imbrication des 2 dimensions est bien plus perceptible dans la forme purement japonaise que transposée hirogonomi, n'est-ce pas, en inversant les caractères, mais c'est normal grammaticalement, qui n'est que la lecture explicative de koshoku. Mais alors que le terme de koshoku ne se trouve guère dans les grands textes de la littérature médiévale que nous avons vus, cette transposition littéraire japonaise de hirogonomi se trouve aussi bien dans le Taketori Monogatari que dans l'Issei Monogatari ou le Genji Monogatari, donc des grands textes autour de l'an 1000, un peu plus du Xe siècle ou de l'an 1000. Donc, sous cette forme hirogonomi qui transpose en japonais koshoku, avant même que le terme de koshoku ne soit répandu dans la littérature, peut désigner un mode de vie ou un être qui est blâmable, un débauché, mais c'est aussi un mode de vie tout court, avec une charge morale beaucoup moins importante. Ce serait peut-être le lieu de dire ici que ce désir du sensuel, ce shikiyoku, ou cette érotomanie, koshoku, dans le bouddhisme, est certainement une faute morale, zai, n'est-ce pas, ou il y a un tsumi, un péché même, on pourrait dire, s'inscrivant dans la dichotomie du bien et du mal, zen, aku, commune au moins superficiellement au confucianisme et au bouddhisme, comme l'a bien vu Norinaga, n'est-ce pas, vous vous en souvenez, il dit que le jugement moral, c'est
c'est du Kalamanabi, n'est-ce pas? Ça relève des études chinoises et ça n'a pas de lieu d'être au Japon et dans un ouvrage comme le Genji Monogatari. Mais il serait quand même erroné de l'associer au mal tel qu'il a été conçu dans l'Europe chrétienne, c'est-à-dire comme un élément ontologique existant indépendamment des phénomènes qui le portent. Le mal, le malin, etc. N'est-ce pas? Il y a le malin dans le bouddhisme, c'est Mara évidemment, mais il n'est pas du tout dans le même rapport avec l'entité suprême bouddhique que le diable et le bon Dieu dans la tradition européenne. Pour le dire un peu sommairement, la distinction entre bien et mal dans le bouddhisme ne s'applique qu'à l'acte, chaque acte produit par un être pouvant être bon, mauvais ou neutre. Mais ce qualificatif ne s'applique en fait qu'à ce qui aide ou entrave la marche vers la délivrance. Dans un sens tout différent de la façon dont cette formule serait comprise en Europe, on peut dire que le mal est lié à l'ignorance. C'est-à-dire que, certaines, on l'a dit aussi en Occident, mais ici, cette ignorance est primordiale. Ce qui, dans le bouddhisme, l'ignorance est presque une entité, n'est-ce pas? Enfin, une entité phénoménale, mais une entité quand même, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui n'est que l'état dans lequel se trouve naturellement l'être qui ne s'est pas encore engagé dans la voie de la délivrance, le Gedatsudo. Cette distinction n'est pas oiseuse. Ceux qui ont suivi les cours des 2 années précédentes y reconnaîtront l'élément décisif qui permettra d'établir une séparation entre la responsabilité morale des héros du Genji Monogatari et le caractère fondamentalement pécamineux de leurs actes. C'est Motoori no Ninaga, n'est-ce pas? Et donc on pourrait dire de façon quelque peu paradoxale que Motoori no Ninaga n'a fait que mener jusqu'à son terme cette division entre acte mauvais et mal, qui serait sans doute impossible à opérer dans le confucianisme, qui se révèle en ce cas plus proche de la moralité chrétienne, comme l'ont bien vu les missionnaires européens. Si cette notion de hiro, shiki, shoku, donc de la couleur et de la sensualité, et de koshoku, littéralement l'amour de la couleur, aimer la couleur, n'oubliez pas que ça peut être aussi un composé qualificatif substantif, c'est-à-dire la belle forme, les belles formes, c'est-à-dire les êtres humains. En général, dans le chinois ancien, ça désigne la beauté féminine. Donc, si cette notion est entièrement fondée sur des doctrines continentales, chinoises et indiennes, qui se sont transmises au Japon par le biais du chinois classique, l'autre terme important qui constitue l'arrière-plan du corpus érotique de Saikaku, en revanche, apparaît comme étonnamment singulier. Encore plus singulier est le fait que les critiques et les historiens, jusqu'à tout récemment, n'en aient pas relevé le caractère exceptionnel. Il s'agit du composé shikido, lu en lecture explicative Hiro no Michi, que nous pouvons traduire par voie de la sensualité. Il s'agit littéralement d'une pseudomorphose sino-japonaise. Ça a l'air tout à fait chinois, n'est-ce pas? Donc ça a l'air tout à fait continental, mais ce ne l'est pas. Bien qu'il ait toutes les apparences d'un terme chinois, d'une vénérable ancienneté, il s'agit en réalité d'un néologisme japonais, néologisme contemporain de Saikaku. Ce n'était peut-être pas lui qui l'a inventé, mais la question doit être approfondie. Mais il a commencé à fleurir à son époque, et même un tout petit peu plus tard que ses romans, puisque on la voit dans la somme qui constitue le grand miroir de la voie du plaisir, n'est-ce pas, le Shikido o Kagami de Fujimoto Kizan, je vous en ai parlé plusieurs fois, qui est de 1688. Et je rappelle que les 2 romans qui nous intéressent ici, par le couple qu'ils forment, c'est 1682-1684. On ne peut qu'admirer l'habileté philologique de cette expression, qui, en ayant recours au terme fondamental lui aussi de do, n'est-ce pas, de tao, le terme chinois de tao, donc michi en japonais, et on se souvient que ce terme, sous sa prononciation japonaise de michi, a eu un rôle extraordinaire chez Norinaga, et qui avait lui aussi attaché toute son habileté philologique à arracher ce terme à son contexte chinois,
pour en faire, grâce à une ruse de la raison langagière, un manifeste permanent de la singularité japonaise, ce qui était vraiment très habile. Donc ce shikido, ce terme de shikido, instaure cette voie dévoyée, n'est-ce pas, comme parallèle aux grands enseignements traditionnels que sont la voie de Bouddha, la voie de la poésie et la voie des dieux, Butsudo, Kado, Shinto, puis shikido, dont on remarquera l'aspect bouddhique que lui confère la lecture Go-on. On ne dit pas Shokudo, on dit, bon, il y aurait évidemment des homophonies fâcheuses, mais on dit Shikido. Et ce n'est certainement pas à une coïncidence qu'à la même époque, au XVIIe siècle, et presque la même année, en 1690, apparaît au Japon, autour de la même année, mais un livre décisif à ce sujet, qui est le Nampo Roku, date de 1690, et qui aura un avenir bien plus glorieux, n'est-ce pas, celui de la voie du thé, Sado, n'est-ce pas, mentionné dans plusieurs ouvrages. Alors qu'à l'époque de Muromachi, où s'est épanoui les premières grandes écoles de thé, ce terme n'existait pas. On parlait de Sanoyu, Sanomichi pouvait se trouver, on trouvait Tsukimichi, etc. Mais ce terme-là date vraiment de la même époque. On pourrait parler aussi de la calligraphie, Shodo, n'est-ce pas? Donc tout cela est tout à fait... ce sont des domaines tout à fait honorables de compétences, n'est-ce pas, Sado ou bien Shodo, mais pour Shikido, il n'en va pas de même. Et nous avons vu que ce sont les Chinois, des japonisants chinois, qui ont, dans des publications récentes, accordé pour la première fois une plus grande attention à ce que la création de ce terme révélait d'une époque de la mentalité japonaise. Nous n'entrerons pas ici dans une discussion sur la validité des conclusions de ces auteurs, mais nous pouvons relever ce qu'il implique pour justifier les actes des protagonistes de Saikaku, qui utilisent à plusieurs reprises le terme de Shikido lorsque le Saikaku en fait des descriptions générales. L'idée d'une voie de la sensualité ou du plaisir permet de constituer un cadre indépendant dans lequel la conduite morale, en notre double sens habituel, la conduite morale des personnages peut s'expliquer selon sa propre logique, la moralité n'étant que l'adéquation des actes avec ce cadre. La morale se réfère donc nécessairement alors à la progression dans cette voie, alors que du point de vue d'une autre voie, que ce soit le Butsudo, n'est-ce pas, la voie du Bouddha, ou le Judo, la voie du confucianisme, les actes accomplis pour y progresser seraient forcément tenus pour mauvais ou pécamineux. Le recours à cette voie permet donc de suspendre le jugement moral, ou plutôt de le référer à une autre moralité. Ainsi, par cette ruse sémantique, Saikaku peut rester dans une terminologie où le concept bouddhique de shiki, donc de rupa, du visible, reste opérationnel, tout en étant détourné vers une autre destination. En revanche, notre auteur va utiliser au mieux de ses riches ressources sémantiques un autre concept bouddhique dont il fera l'armature de ses romans, comme la plupart des auteurs japonais, pourrait-on dire, mais son rôle sera particulièrement important et multiforme dans le grand miroir des galanteries. De même que shiki, shoku, et certainement bien plus encore, ce terme agrège en lui une richesse de sens provenant de l'addition de plusieurs termes sanscrits et palis aux divers sens et fonctions grammaticales du chinois. Il s'agit donc, nous l'avons dit, du terme lu en japonais en, dont les lectures explicatives peuvent être au moins enishi, yukari, chigiri et le verbe yoru. Nous avons vu qu'il se trouve dans une variété de locutions sino-japonaises que l'on peut traduire par causes et conditions, n'est-ce pas, innen, production conditionnée, engi, les 12 liens causaux, juni innen, ou la production conditionnée duodécimale, si je puis dire, juni engi. Utilisé seul, il signifie donc la cause secondaire, nous l'avons vu, les circonstances secondaires, par opposition à la cause principale, et donc la circonstance qui permet la naissance d'un événement. Mais le sens le plus fréquent en sino-japonais, attesté jusqu'à maintenant, est le lien karmique, ce N, qui peut relier deux ou plusieurs êtres dans les limites d'une seule existence, mais surtout à travers plusieurs existences, passé et à venir. Mais ce lien ne s'établit pas qu'entre deux êtres du monde phénoménal. Il peut exister entre un être humain et une entité bouddhique.
À partir du Moyen-Âge japonais et depuis lors, et bien sûr à l'époque d'Edo, il s'appliquait à l'affinité entre le croyant qui aspirait à renaître en sa terre pure et le Jodo, n'est-ce pas, Jodo Gokuraku, et le Bouddha Amida qui avait fait vœu d'accueillir tous ceux qui l'auraient invoqué. Pour ce qui concerne les liens entre les êtres humains, le plus fort est bien évidemment le lien amoureux, celui qui réunit deux êtres pour le meilleur et pour le pire le plus souvent, et qui est aussi solide qu'une chaîne, n'est-ce pas, Kusari-en, et c'est sous cet aspect que Saikaku va déployer ses narrations. Narration est le terme. L'un des autres sens bouddhiques de innen, nous l'avons vu plusieurs fois, qui apparaît dans les sutras, pourrait être rendu par relation au sens de narration, relater un événement. Il désigne avant tout les parties narratives des sutras, expliquant les circonstances antérieures qui font que le protagoniste est parvenu à son état présent. Le plus souvent, il s'agit d'un Bouddha ou un grand religieux. Une autre nuance importante pour notre propos du caractère N est celui de Chigiri, nous l'avons vu aussi, c'est-à-dire le serment contracté entre deux personnes et bien évidemment le serment amoureux. Mais il désigne aussi, très souvent dans la poésie bouddhique japonaise, la poésie japonaise bouddhique, les Shakkyoka, le serment d'Amida, le grand vœu qu'a fait Amida, donc de recueillir les êtres dans son paradis, et aussi le serment que contracte le croyant en pratiquant pour s'en remettre à cette promesse. Ce terme de haine sous toutes ses formes se trouve dans les grandes œuvres de Saikaku. Mais il est évident que le Grand Miroir des Galanteries est particulièrement riche de ce point de vue. Et c'est l'une des raisons qui nous a menés à y consacrer le cours de cette année. Ce choix se justifie par l'organisation même de l'œuvre de Saikaku. Qu'est-ce qui pourrait être plus naturel que de s'intéresser à un livre qui se présente lui-même comme la suite de son plus grand succès, le Koshoku Ichidai Otoko. Donc le lien qui unit les deux est tout à fait est lui-même consistant, n'est-ce pas, pour notre propos. Ce roman, qui est traduit dans toutes les grandes langues du monde, le Ichidai Otoko, est remarquablement cohérent par l'unicité de son personnage et de la structure narrative, qui se contente de suivre la vie amoureuse de l'adolescence jusqu'à la vieillesse. Ce roman de 1682, donc nous l'avons dit, a été suivi 2 ans plus tard, en 84, du Koshoku Ichidai Onnan. C'est le Shoen Okagami, c'est de 86. Je reviendrai là-dessus. Donc la vie qui est traduit sous le nom de la vie d'une amoureuse, et qui présente avec le premier le point commun de la cohérence de la protagoniste et de la courbe de vie. Ces deux romans se concentrent sur un personnage qu'ils suivent du début jusqu'à la fin de leur vie. Face à cette cohérence, le Nidai Otoko se présente comme une singularité littéraire, dont le plus étonnant est le contraste qu'il présente avec le roman dont il constitue la suite. Ce contraste même doit nous apparaître comme éminemment significatif. Bien évidemment, si, comme le soutenait Mori Senzo, les deux ouvrages n'étaient pas du même auteur, la question n'aurait pas lieu d'être, mais nous pouvons soit accepter la majorité des avis autorisés et accepter l'autorité de Saikaku, soit considérer que l'ensemble du corpus de Saikaku doit être accepté comme un tout et analysé en tant que tel. Et à ce moment-là, indépendamment de l'auteur, ce sont les points communs, les liens qui réunissent tout ce corpus qui doivent être pris en compte. Il faut cependant remarquer les efforts qui ont été faits pour harmoniser les deux romans, donc par l'auteur. Nous avons vu qu'il y a un cadre narratif, certes sommaire, mais qui enferme la narration du Grand Miroir des Galanteries entre le premier chapitre et le dernier. Yoden, le protagoniste du second livre, est présenté comme le fils de Yonosuke, le héros, si l'on peut dire, du premier. Grâce à une habile reprise d'un épisode où l'enfant que le jeune homme avait eu d'une veuve éplorée était abandonné au Rokkakuji de Kyoto, dont on raconte au début du Nidai Otoko la façon dont il a été sauvé et recueilli par des parents qui venaient de perdre leur enfant.
et il a pu ainsi mener une vie confortable, riche, jusqu'à toute sa vie. Et donc le récit de la vie du Nidai Otoko, du fils du premier, est conclu par le récit baroque du suicide, où Yoden revient dans la narration pour la seconde et dernière fois. Vous voyez, il apparaît un tout petit peu au début et il apparaît dans la scène grandiose de la fin. Mais on pourrait soutenir que le contraste de la fin de chacun de ces deux livres constitue une réponse aussi de l'un à l'autre. Nous y revenons dans un instant. Nous avons en effet, à la fin de l'Ichidai Otoko, une manière de fin arthurienne, n'est-ce pas, où Yonosuke s'embarque pour l'île aux femmes, Onnanokuni ou Onnanoshima, le séjour des bienheureux libertins où il pourra passer l'éternité à se délecter des plaisirs qu'il a cultivés tout au long de la voie. La fin du Nidai Otoko, le grand miroir des galanteries, constituerait à première vue l'opposé de ce happy end du premier. Il s'agit véritablement d'un suicide, mais nous avons vu à la leçon précédente qu'il n'avait rien de tragique. Et avant de revenir sur cette fin dans son rapport avec celle du premier livre, rappelons brièvement quelques traits du miroir des galanteries. La continuité avec le premier ouvrage est assurée par la passation de pouvoir qui est représentée par l'oiseau miraculeux, vous vous souvenez, à belle figure, à figure dorée, n'est-ce pas, Kim Mencho, apportant à Yoden, dont le nom signifie le transmetteur des mœurs mondaines, pourrait-on dire, une transmission secrète de la voie de la sensualité. Shikido no Hiden, nous avons bien Shikido, n'est-ce pas ? Un pseudo-texte sacré dont le titre comporte des résonances à la fois taoïstes et bouddhiques. Un autre trait notable de ce chapitre prologue est l'apparition d'un autre vecteur de transmission, comme on dirait aujourd'hui, en la personne de la vieille rouée Okuni, une maquerelle patentée que l'auteur présente comme ayant inscrit sur sa personne la topographie de Kyoto. Vous vous souvenez comment il l'a décrit, n'est-ce pas ? Il suggère que la suite du livre ne sera que ce que Yoden aura consigné par écrit des relations de l'ancienne initiée. Nous avons vu qu'au fil des chapitres apparaîtront d'autres transmissions présentées comme surnaturelles. Le dière de Potainville, n'est-ce pas, ou Asamachi no Nikki, qui est remis par la renarde en double sens. La renarde, c'est l'animal magique et trompeur, n'est-ce pas, qui est le tristeur des croyances chinoises et japonaises, mais aussi la renarde, ça veut dire tout simplement l'habitué des quartiers de plaisir. Une autre de ces transmissions, c'est les plus belles figures de ce temps, n'est-ce pas, Todai no Utsukushi Sugata, qui est laissée par la concubine du Tengu Yamabushi, donc encore dans un cadre mystérieux et surnaturel. Donc procédé littéraire certes facile, mais qui contribue à maintenir tout au long du récit, jusqu'à l'avant-dernier chapitre du dernier livre, une atmosphère de surnaturel qui n'apparaît qu'à l'extrême fin de l'ouvrage précédent, du Ichidai Otoko. Et encore, bon, cette dernière scène pourrait être tout à fait aussi l'histoire d'une illusion, n'est-ce pas ? De quelque façon que l'on considère la relation entre les deux livres, le contraste dans la forme, contraste qui s'inscrit dans une continuité de cadre affirmée fortement par la structure pseudo-biographique, ne saurait être dépourvu de sens, qu'elle soit due à l'intention littéraire de Saikaku lui-même ou à un improbable atelier auquel l'écrivain n'aurait fait que laisser quelques recommandations. Un autre important élément de continuité, un lien donc entre les deux livres, est la présence en profondeur du Genji Monogatari. Le caractère de cette présence préfigure en quelque sorte ce que nous pourrons dire du bouddhisme. Elle est profonde, du bouddhisme dans ce livre, n'est-ce pas ? Elle est profonde, certes, mais comporte deux aspects. L'un, oserons-nous dire, sérieux, et l'autre, parodique. Plutôt que sérieux, faudrait-il dire structurel. Voyons ce qu'il en est. Tous les lecteurs, puis les spécialistes de Saikaku, ont remarqué que l'Ichidai Otoko, avec ses 54 épisodes répondant aux 54 chapitres de l'édition Vulgate du Genji, s'était ainsi symboliquement donné comme modèle le roman fondateur de la littérature japonaise, qu'elle soit prémoderne ou non, cette littérature. De la même façon, le choix de se concentrer sur la vie amoureuse d'un unique héros, Yonosuke, de l'enfance jusqu'à sa translation finale,
ne pouvait que susciter la comparaison avec le prince radieux, le Hikaru Genji, jusque dans le mystère de sa disparition. Évidemment, la différence de statut social des deux protagonistes, l'un d'ascendance impériale, l'autre bourgeoise, est en soi source de comique. De ce comique qui provient justement de la transposition du mitate, n'est-ce pas? Nous l'avons plusieurs fois dit, le mitate, c'est la transposition d'une dimension de la société dans l'autre. Ça peut être aussi la transposition d'un niveau de réalité à l'autre dans le bouddhisme, lorsqu'on interprète le mitate à la lumière du bouddhisme. Alors c'est toujours l'objet d'un certain burlesque, n'est-ce pas? Je vous souvenez que j'ai cité comme exemple le célèbre mitate de l'époque d'Edo, traité par de nombreux artistes, n'est-ce pas, des deux grands poètes et moines et ermites zen chinois, appelés au Japon Kanzan et Jittoku, n'est-ce pas, qui sont très caractéristiques, qui ont l'air de sauvages et qui sont hirsutes, riants, dépenaillés, mais heureux de vivre parce qu'évidemment ils vivent dans la sérénité du zen, si j'ose dire. Et Jittoku, lui, étant le balayeur du monastère où il se trouvait. Et on a à l'époque d'Edo des représentations des courtisanes, justement, de courtisanes d'Edo, qui sont mises sur alors habillées de façon extrêmement élégante, mais qui ont les mêmes symboles, n'est-ce pas? Le Kanzan Ranshan est souvent présenté avec un rouleau de ses poèmes, et la courtisane tient la lettre d'un amoureux, alors que l'autre a son balai, mais un balai beaucoup plus élégant que le balai de Jittoku, n'est-ce pas? C'est le mitate, cela. Et aussi, nous avons, ce qui correspond tout à fait à l'iconographie que nous avons ici, nous avons aussi des mitate, des transpositions de grandes courtisanes de l'époque d'Edo, sous l'aspect du grand bodhisattva Fugen Bosatsu, qui était d'ailleurs le bodhisattva patron, protecteur des courtisanes. Donc ce premier comique est accentué par une multitude de rappels plus ou moins discrets d'épisodes du Genji, transposés de façon plaisante dans l'Ichidai Otoko. Nous avons donné comme exemple l'un des premiers épisodes de ce dernier ouvrage, donc, où le jeune Yonosuke, âgé de 7 ans, lutine sa nourrice dans une scène calquée sur une scène nocturne du Genji. De la même façon, le Miroir des galanteries comporte 40 épisodes ou chapitres qui correspondent aux 40 premiers livres du Genji, tandis que la scène finale, qui est celle de la disparition, s'attache par des détails concrets à répéter le chapitre 41 du même roman, le Genji, ce chapitre appelé l'illusion, Maboroshi, notamment par les lettres d'amour brûlées par les deux héros, le prince Genji et Yoden. Et Yoden, lui, non seulement les brûle, mais il se brûle avec ses lettres d'amour. C'est un rappel direct de la scène du Genji qui précède la mort du Genji. Et c'est ainsi d'ailleurs que le chapitre 2 du livre 2, dont le titre est « La pourpre d'Edo remplace le charme de la fleur de cerisier », Hana no hiro nikaete Edo Murasaki, vous voyez, nous donne un modèle précis de ce comique de substitution qui doit se déchiffrer aussi dans les noms propres. Le passage de la capitale de Kyoto à Edo, qui s'opère par l'entremise de la petite Murasaki, qui est l'héroïne malgré soi de ce chapitre, la Komurasaki. C'est un mince substitut de l'illustre héroïne du Genji, Murasaki no Ue. Et elle vient remplacer, cette petite Murasaki, le mannequin inanimé qui porte le nom du plus célèbre lieu poétique des environs du Kamigata, n'est-ce pas, de Nara, donc qui n'est pas si loin de Kyoto, et on se rendait de Kyoto pour y contempler les cerisiers en fleurs, n'est-ce pas, donc à Yoshino. Nous avons par ailleurs remarqué comment cette couleur pourpre, étroitement associée à l'apparition du Bouddha Amida, est mentionnée vers la fin de chaque livre, comme pour baliser le chemin qui mène à la scène finale, que l'on pourrait appeler à bon droit apothéose. Cela nous mène tout naturellement à attirer l'attention sur la présence constante d'un vocabulaire bouddhique parfois assez spécialisé, qui se répète tout au long du récit et qui contribue, je parle
du grand miroir des galanteries, n'est-ce pas, qui contribue à lui donner une atmosphère bien différente de l'Ichidai Otoko. Nous avons déjà relevé l'omniprésence de la notion de lien karmique, opérant entre les êtres sous l'appellation japonaise pure de yukari ou de chigiri, mais utilisée aussi dans sa pleine acception doctrinale bouddhique, notamment sous la forme de inga, cause et effet. Particulièrement éclairant de ce point de vue est, vous vous en souvenez, l'intitulé du chapitre 1er du 8e et dernier livre, que nous pourrions aussi traduire par « Par quelle prédestination est-on tombé dans ce torrent ?» Nagare wa nani no inga kyo. Le terme de prédestination, d'ailleurs, rendant bien le caractère religieux de l'original japonais qui reprend le titre d'un célèbre sutra, le sutra des causes et des effets passés et présents, le Kako Genzai Ingakyo. De même, le dernier mot précédant le dernier chapitre de l'apothéose n'est autre que Tokudo, l'obtention de l'éveil bouddhique, le fait d'avoir trouvé la voie. Tout cela n'est pas innocent, comme on dirait de nos jours, et manifeste au moins un procédé littéraire délibéré qui est destiné à préparer la scène finale. Nous avons relevé comment ce 8e livre esquisse le parcours suggéré par le titre même du Sutra des causes et effets, allant d'une scène proprement infernale à une vision de paradis. La scène proprement infernale, donc c'est celle-ci qui est avec le Ingakyo, n'est-ce pas, où on voit les amants qui s'entretuent, qui se suicident et qui s'entretuent. C'est vraiment une scène tirée des rouleaux des enfers, des Jigokuhen, n'est-ce pas, sauf qu'il n'y a pas les démons qui persécutent les morts, mais c'est placé sous le signe du sang. Et qui va, et la fin, je reviens dessus dans un instant, c'est vraiment une vision paradisiaque, une vision baroque du paradis, avec à droite en bas le héros qui est en train de se laisser brûler par ses lettres d'amour. Et bien sûr, il faut tenir compte, et même la prendre au sérieux, de l'expression répétée souvent, la terre pure, comme dirait un ancien président de la République, la terre pure, elle est là. Jodo wa kokoja, n'est-ce pas? C'est répété plusieurs fois. Un autre élément d'appréciation important est la présence du surnaturel dans ce grand miroir des galanteries. Surnaturel, certes, mais qui est loin d'être horrifique, puisqu'il tombe souvent dans le burlesque, que ce soit avec la renarde ou les épouses rancunières transformées en serpents. Et surtout, à plusieurs reprises, ces manifestations surnaturelles, ces visions, sont clairement expliquées comme issues des obsessions de ceux qui les voient, en une conséquence naturelle de la noétique bouddhique, n'est-ce pas, l'idée du yushiki, c'est-à-dire le rien que pensée, le rien que conscience, comprise en son sens le plus simple. Ces passions qui obscurcissent le psychisme prennent corps à l'extérieur. Ce sont des kokoro damashi, n'est-ce pas? Ce sont des kokoro damashi, donc ces espèces de blocs d'âme, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi kokoro dama, ce qui est beaucoup plus parlant. Le tama ici peut être compris comme perle, et donc des états d'esprit intérieurs qui se projettent à l'extérieur sur la toile du phénoménal. Ce sont littéralement des épiphénomènes. Tous ces éléments sont mélangés dans un récit étrangement complexe qui est la principale différence avec la narration de l'Ichidai Otoko. Il s'agit d'un roman dont le protagoniste annoncé disparaît tout de suite dès le premier chapitre. Certains pourraient y voir une illustration de la doctrine bouddhique du non-moi, le Muga. Saikaku aurait voulu ainsi montrer que les passions évoluent pour ainsi dire seules, que c'est l'enchaînement causal des situations pouvant effectivement avoir été vécues par Yoden qui comptent et fabriquent leur propre acte, leur karma qui répandra ensuite ses conséquences dans le monde. Il n'y aurait alors qu'un seul acteur, le kokoro, le cœur, l'âme, quel qu'en soit celui qui s'imagine en être le maître. C'est le yuishin shiso, n'est-ce pas, l'idée qu'il n'y a que le cœur, le chitta qui se projette dans le phénoménal. C'est de la bonne et saine doctrine bouddhique du grand véhicule, mais est-ce bien ce que Saikaku avait en tête? Nous ne saurions en jurer. On pourrait aussi ramener ce caractère fragmentaire, éclaté, mais où les fragments sont malgré tout reliés entre eux par un lien ténu, à d'autres raisons, qui relèveraient cette fois du style. Contrairement au Genji, le livre n'est soutenu par aucun poème, d'ailleurs le Ichidai Otoko non plus.
et certainement par aucun haikai, dont Saikaku était pourtant un maître incontesté. Et pourtant, son style narratif est marqué de façon très voyante par la diction poétique. Les phrases nominales abondent, par exemple, les syntagmes adjectifs substantifs, les allusions poétiques, les jeux de mots, et surtout les utamakura, n'est-ce pas, c'est-à-dire les toponymes à résonance poétique, qui sont l'un des moteurs du waka comme du haikai. Et bien sûr aussi les engo, encore une fois, qui viennent ajouter de l'eau à notre moulin sur les liens, n'est-ce pas? C'est littéralement N plus go, n'est-ce pas? Les mots à N, c'est-à-dire les mots affiliés entre eux, selon des listes données dans les dictionnaires poétiques de l'époque. Et il faut donc voir dans la phrase, vous avez souvent trois mots en endroits différents des phrases qui sont parfois très longues, deux ou trois mots qui sont reliés entre eux sous cette rubrique de Engo et que l'on trouve dans les dictionnaires de diction poétique de l'époque. Alors que c'est dans la prose. Donc nous avons dans la prose une recherche des effets poétiques. Tout cela évoque irrésistiblement le procédé du renga, c'est-à-dire des poèmes liés ou reliés entre eux, qui peuvent être une œuvre collective, mais aussi individuelle, où l'on élabore une chaîne qui peut aller de 2 à une cinquantaine, voire davantage de stances, n'est-ce pas? Ce genre poétique est bien sûr directement lié au haikai, puisque ce dernier est fondé sur le hokku du renga, n'est-ce pas? Les trois premiers vers, c'est en principe un waka, enfin, ce sont des couples de waka qui ont donc 5 vers, pourrait-on dire, et les trois premiers vers constituent à eux seuls un haïku. Il suffit de détacher le hokku du reste pour avoir un haïku. Donc le renga et le haïku sont très liés l'un à l'autre. Et le fait que Saikaku était un grand spécialiste du haïku, si on peut dire, est tout à fait parlant en ce sens. Et n'oubliez pas que Basho, donc l'autre grand pilier de la littérature de l'époque, était aussi un grand maître du renga avant de se tourner vers le haikai. Donc je pense, comme Madame Terada Sumiye, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'assister à nos cours, que les brèves scénettes qui se succèdent à l'intérieur de certains chapitres, ou parallèlement à la narration principale d'un chapitre, font irrésistiblement penser au renga de l'époque d'Edo, dont elles partagent à la fois la diction poétique et les traits du langage et de la vie populaire, ce qui est aussi une caractéristique de Saikaku. La scène finale est cependant indéniablement là. Elle est à la fois parodique et grandiose. À l'encontre de la fin taoïste de l'Ichidai Otoko, elle est on ne peut plus bouddhique, tout comme elle est aussi un chef-d'œuvre de mitate, de transposition. Vous voyez, vous avez tout le cortège les 25 acolytes d'Amida deviennent ici les courtisanes, enfin elles ne sont pas toutes représentées, mais accompagnées de leurs musiciens, des tambourineurs, et Amida est certainement en haut à droite, représenté comme descendant de son nuage. Alors le nuage d'Amida, c'est Murasaki no Kumo, n'est-ce pas, le nuage pourpre, donc cette scène fait immédiatement penser en japonais à l'expression Murasaki Kumo, la nuée empourprée d'Amida et de son cortège. Qui est aussi composé des 5 couleurs du paradis, de la terre pure d'Amida. Donc vous voyez que le fait que le terme de Murasaki revient tout au long du roman est une préparation à cela aussi. Elle vient pour faire aboutir de façon littérale la proclamation Jodowa Kokoja, la terre pure, elle est là, qui a été plusieurs fois dit, n'est-ce pas? Voilà, la terre pure, le paradis d'Amida, c'était toutes ces courtisanes qu'il avait sous les yeux. Et Saikaku se délecte de la superposition des deux dimensions. Comme nous l'avons dit et redit, le blasphème n'existe pas au Japon selon les mêmes critères et contraintes que dans d'autres religions. Et il est peu probable que l'on se soit offusqué de ces plaisanteries. On sait que les religieux eux-mêmes n'étaient pas les derniers à se les permettre, comme ils n'étaient pas non plus les derniers à fréquenter les quartiers des plaisirs, ainsi que le Saikaku le souligne plus d'une fois.
On peut cependant soutenir qu'en établissant la voie de la sensualité comme une voie à part entière pour l'homme, comme je le disais tout à l'heure, une voie dont la morale ne se déploie que selon ses propres termes, qui n'ont pas à être rapportés à une autre voie à moins de les y transposer, ce qui se fait toujours sur le mode plaisant pour montrer l'absurdité d'un tel chevauchement des valeurs, les romans de Saikaku, dont le Nidai Otoko donne une sorte de condensé de tous les principaux éléments, ont ouvert la route à un procédé de débouddhisation de la littérature, si je puis dire, et de la pensée japonaise non confucianiste, qui aboutira à la pensée de Motoori Norinaga. Si l'on peut dire que Saikaku sonne le glas du bouddhisme comme fondement moral du roman japonais, on ne peut s'empêcher de penser que du point de vue de la plus pure dogmatique Tendai, toute la dynamique narrative de son grand miroir des galanteries se résumerait dans le précepte de la somme de contemplation, le Makashikan, n'est-ce pas, le Mohojeguan, ce grand texte chinois du VIe siècle qui a eu un très grand retentissement à l'époque de Heian, donc à l'époque classique japonaise, et cette phrase qui y figure, Bonno Sokubodai, les passions elles-mêmes sont l'éveil de Bouddha, c'est-à-dire que lorsque l'éveil de Bouddha ne fait pas sortir des passions terrestres, elle ne fait que les transfigurer. Et n'importe quel moine Tendai qui lirait les œuvres de Saikaku donnerait cette phrase comme conclusion, qui sera aussi la nôtre, bien que je ne sois pas moine du Tendai. Et je vous remercie de votre attention pendant toute cette année extrêmement bizarre, mais qui donne une certaine définition du vide pour les amateurs de bouddhisme. Au revoir et à l'année prochaine.